Donc oui, ce qu'on vous propose aujourd'hui, la loi concernant les soins de fin de vie, l'administration de l'aide médicale à mourir, en quête d'un équilibre face au désir de mort du malade. En fait, une des premières choses qu'on s'est questionné, c'est de où ça part, ce désir-là, ce souhait de mourir en fin de vie. Christelle avait un schéma que j'ai beaucoup accroché, en fait, qui résume, en fait, ces différentes sources ou ces différentes racines, qui sont, en fait, différentes selon les patients, selon les éléments qui sont présents dans sa vie. On réfère souvent aux symptômes physiques, la peur de la douleur, en fait, la présence de douleur, mais aussi l'appréhension, l'anticipation de la douleur chez nos patients. Bien que, scientifiquement, la douleur chez les patients qui souhaitent mourir n'est pas le symptôme le plus important ou le plus difficile, le plus réfractaire, mais bien les difficultés respiratoires et aussi des problèmes liés à l'altération de l'état de conscience. Autre élément auquel on fait référence souvent, c'est le manque d'appuis familiaux et sociaux, les besoins de ressources qui font en fait mettre en évidence le besoin de ressources relationnelles, logistiques et financières. On met souvent aussi d'un autre côté des problèmes de dépression qui seraient en fait très prévalents. On a 47 à 60%, dépendamment de différentes clientèles. Je lisais un texte tout juste ce matin qui parlait même d'une incidence jusqu'à 69%, qui appelle en fait une gestion pharmacologique, en fait une détection, une gestion pharmacologique également. Et d'un autre côté, être à charge et de faire souffrir ses proches, mais souvent, c'est en fait pas souvent, désolée, mais parfois, l'idée d'être à charge ou d'être un fardeau pour autrui est une source vraiment importante de souffrance. Et finalement, l'élément, je dirais qu'on entend beaucoup, qui est souvent mis de l'avant cette fois-ci, est le désespoir, le sentiment de perte de dignité. Mais que pensez-vous de ma vie maintenant? Est-ce que je sers encore à quelque chose? Et je trouvais intéressant, ce matin, on a parlé de prolétariat, mais là, qui est vécu, en fait, une forme d'asservissement de soi par rapport au corps. Donc, à quoi je sens maintenant, vu que j'ai plus du tout le contrôle sur mon corps, sur les différentes fonctions qui, jadis, allaient de soi. Donc, ça appelle plusieurs besoins, notamment le besoin de reconnaissance, besoin de sens et de contrôle et de planification sur le quotidien. Alors, à partir de désir de mort qu'on a essayé un petit peu d'identifier d'un point de vue de soignant, donc c'est un peu, ça donne cette envie de mourir, de penser qu'à travers la mort, on va trouver une solution. Alors moi, ce qui a été un peu intéressant, c'est de voir finalement les grandes orientations légales, comment, surtout, alors je ne peux pas vous refaire toute l'historique, mais surtout dans les grands textes qu'on a entendus ces dernières années, comment on répond à ce désir de mort ou comment le droit semble nous dire qu'il faut répondre à ce désir de mort. Alors la première chose, c'était la décision Carter que vous avez entendue de la Cour suprême du Canada du 6 février 2015. Alors là était l'enjeu de savoir si on avait des deux infractions du code criminel, l'article 14 et l'article 241. Alors 241 c'est l'aide au suicide et 14 c'est le fait de faire que ce ne soit pas exonératoire, le fait de tuer quelqu'un à sa demande. Alors la question était posée de la constitutionnalité. Alors je ne veux pas vous faire toute la trame légale, mais ce qui est intéressant c'est la lecture du premier paragraphe pour voir un petit peu dans quelle exigence éthique on nous pose. Alors ce sont deux dames, Madame Carter et Madame Taylor, qui ont des maladies dégénératives. C'est elles qui amènent le cas devant la Cour suprême. Et ce que les juges de la Cour suprême unanimement nous disent dès le premier paragraphe, au Canada, le fait d'aider une personne à mettre fin à ses jours constitue un crime. Par conséquent, les personnes gravement et irrémédiablement malades ne peuvent demander l'aide d'un médecin pour mourir et peuvent être condamnées à une vie de souffrance aiguë et intolérable. Devant une telle perspective, deux solutions s'offrent à elles, soit mettre fin prématurément à leur jour, souvent par des moyens violents ou dangereux, soit souffrir jusqu'à ce qu'elles meurent de cause naturelle. Le choix est cruel. Alors vous voyez ce qui est vraiment,
vous en déduisez bien sûr qu'après, on ne peut que en déduire l'inconstitutionnalité des lois qui vont empêcher justement cette fameuse aide médicale à mourir. Mais la perspective éthique dans laquelle nous place la décision Carter, c'est que c'est une exigence morale de mettre fin à la vie d'une personne lorsqu'elle est en état de souffrance, parce que finalement, si on ne le fait pas, soit on la laisse dans un état de souffrance inacceptable, soit on la condamne à trouver elle-même les voies de la mort par le suicide. Alors ensuite, autre texte qui est important, lui qui va finalement venir un peu mettre des bémols à Carter. Donc vraiment Carter, il y a beaucoup de descriptions de souffrance et qui nous montrent qu'on doit vraiment et éthiquement reconnaître, alors bien sûr légalement aussi ensuite, l'aide médicale à mourir. C'est la loi en fait qui modifie le code criminel du 16 juin 2016. Alors là, c'est le texte, vous avez au niveau fédéral, donc, qui finalement va reconnaître aussi l'aide médicale à mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu dans une autre perspective. On insiste beaucoup sur le caractère dangereux de l'acte médical, de l'aide médicale à mourir. Alors, dans le préambule de la loi, il y a beaucoup de précautions qui sont prises en réaffirmant l'importance de reconnaître l'autonomie de l'adulte apte à consentir aux soins et aussi la nécessité de protéger les personnes vulnérables. Alors c'est pour ça qu'on va essayer d'édicter des mesures de sauvegarde solides, réaffirmer la valeur inhérente et l'égalité de chacun pour la vie. Alors on insiste sur l'idée que qu'on soit malade, handicapé ou âgé, on a de la place dans la société. On réaffirme le suicide, que finalement c'est un enjeu de société de lutter contre le suicide, et on met bien sûr à l'écart pour le moment la question des mineurs matures, donc des mineurs de 14 ans qui pourraient consentir à l'aide médicale à mourir, toutes les questions des demandes anticipées et des demandes qui sont en lien avec des maladies mentales. On réaffirme aussi bien sûr la liberté de conscience des malades et du personnel soignant, et on insiste sur l'idée qu'il faudrait intervenir de manière cohérente sur l'ensemble du Canada pour favoriser les soins de fin de vie. Alors ce que je veux juste vous faire remarquer, c'est que dans cette loi, on est vraiment dans le code criminel, donc j'ai souvent cette image-là de la justice, on a le glaive et la balance, le criminel c'est vraiment du côté du glaive. On a vraiment insisté sur l'idée que cette aide médicale à mourir, c'est une exception à l'aide au suicide, donc il reste une infraction. Donc vous voyez vraiment le texte, est coupable d'un acte criminel, est passible d'emprisonnement, que le suicide s'ensuive ou non. Donc celui qui conseille à une personne de se donner la mort ou l'encourage à se donner la mort, aide quelqu'un à se donner la mort, et vous voyez l'aide médicale à mourir est prévue comme une exception dans le code criminel, ne commet pas cette infraction-là le médecin ou l'infirmier praticien qui fournit l'aide médicale à mourir à une personne en conformité avec les articles 241.2. Donc, et ensuite, il y a vraiment une explication de ce que c'est l'aide médicale à mourir. Donc, vous voyez vraiment, c'est dans la section suicide, et c'est vraiment dans le livre 8 sur les infractions contre les personnes et la réputation. Alors, ce qui est intéressant, juste un peu de voir la définition de l'aide médicale à mourir. On a rassemblé au niveau du code criminel, que ce soit le suicide assisté ou ce qu'on aurait appelé aussi l'euthanasie. Donc, on administre à une personne une substance qui cause la mort, et aussi on fournit à la personne la substance afin qu'elle se l'administre elle-même. Donc, on a vraiment les deux aspects qui sont couverts. Alors arrive maintenant finalement cette loi concernant les soins de fin de vie. Alors pareil, j'ai pas le temps de revenir sur toute la saga juridique de ces éléments-là, mais ce qu'il faut comprendre, que c'est une loi provinciale, et quelque part elle est un peu dans ces grandes architectures. Alors le criminel c'est loi fédérale, et Carter qui est quand même une décision importante au niveau de la Cour suprême du Canada. Alors cette question justement, ce qu'on s'est demandé avec Diane, c'est comment on pouvait interpréter justement cette loi concernant les soins de fin de vie, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est une loi en fait qui est vraiment un régime global des soins de fin de vie. Elle ne parle pas que de l'aide médicale à mourir, et en fait ce qui est vraiment important, c'est qu'elle part du principe qu'il y a un droit pour toute personne d'obtenir les soins de fin de vie que son état requiert. Alors si on regarde les vecteurs de la dignité qui sont couverts, il y a l'aspect d'autonomie bien sûr, il y a l'aspect dignité-intégration, dans le sens qu'une personne en fin de vie est une personne qui reste un citoyen, qui reste titulaire de droits, d'où la réaffirmation de ce droit de prendre soin d'elle au niveau de la société. Et dignité-sauvegarde, c'est toute la question de la souffrance. Alors justement là, il y a beaucoup de réflexions. Est-ce qu'on est dans la perspective Carter ou dans celle des soins palliatifs? On va pouvoir en discuter. En tout cas, vous voyez aussi, il y a vraiment une exigence de soins personnalisés,
Et justement, c'est vraiment un régime d'organisation de ces soins de fin de vie qui est prévu. Alors si on poursuit, j'ai essayé un petit peu de faire une synthèse du régime. Vous voyez un peu, on parle des soins de fin de vie et pareil, vous l'avez dit dans votre présentation, on parle des soins palliatifs bien sûr, comme la sédation palliative continue, mais on y intègre aussi l'aide médicale à mourir. Donc il y a tous ces soins-là qui sont présentés. Vous voyez que les titulaires des droits, normalement, c'est toute personne dont l'État le requiert. Alors bien sûr, il va y avoir des restrictions lorsqu'on va être dans le cas de l'aide médicale à mourir qui va être réduite aux majeurs aptes à consentir. On insiste beaucoup sur les lieux, alors qui peuvent être les établissements, notamment il y a le rappel de chambres individuelles pour les personnes qui meurent. On parle des maisons de soins palliatifs et on parle aussi de l'exigence du domicile comme étant le lieu où on peut aussi mourir. Et sur les conditions des soins de fin de vie, on y reviendra après avec un cas clinique qu'on a pris avec Diane. On parle beaucoup de continuum de soins, d'interdisciplinarité et d'exigence de programmes cliniques de soins de fin de vie, d'accompagnement personnalisé, tout particulièrement dans le cas de l'aide médicale à mourir. Donc vous voyez vraiment un régime très global, très large normalement pour bien accompagner la personne en fin de vie. Et bien sûr, comme c'est un acte dangereux, on l'a bien compris avec le code criminel, il y a différentes formes de contrôle du ministère, du conseil des médecins ou de la commission sur les soins de fin de vie. Alors juste pour finir, pour vous donner les critères normalement de ce que c'est l'aide médicale à mourir, parce qu'on va l'utiliser par la suite. Donc vous voyez que c'est une personne, il faut que ce soit une personne majeure qui est apte à consentir aux soins. Donc ça c'est une étude qu'on fait dans chaque cas particulier. Une personne assurée aussi pour éviter le tourisme autour de la mort. Ce qu'on insiste beaucoup, c'est qu'elle est en fin de vie. Alors là, vous allez voir, ça pose pas mal de questions. Elle a une maladie grave et incurable. Elle a un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Et dernier point, des souffrances physiques et psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions, alors approche subjective, qu'elle juge elle-même tolérables. Donc ça nous met, donc c'est tous ces critères-là que les médecins doivent apprécier lorsqu'une personne demande l'aide médicale à mourir. Oui, Christelle l'avait annoncé. On souhaite ici réfléchir sur un cas pratique. On trouvait que c'est le meilleur moyen d'y parvenir pour mettre en évidence comment ces exigences-là, ces critères-là s'opérationnalisent. Donc, une dame de 80 ans avec une longue histoire d'insuffisance cardiaque se présente à l'urgence pour une décompensation. Elle est admise pour examen et optimisation du plan de traitement. Peu de choses peuvent lui être offertes et la dame ne veut pas de mesures intempestives de réanimation, comme l'intubation ou la réanimation cardio-respiratoire. La vie lui est lourde, le déplacement du lit au fauteuil lui demande un grand effort. Elle demande à son médecin de lui donner la piqûre. Elle vit seule, n'a pas de conjoint ou d'enfant, mais plusieurs neveux et nièces, et elle est jugée apte à consentir. Des bruits courent sur l'étage que la femme veut l'aide médicale à mourir, mais pendant 3-4 jours, aucune note à cet effet n'apparaît au dossier et aucune demande n'est remplie formellement. La patiente est finalement libérée et retourne à la maison découragée. Elle revient à l'hôpital quelques jours plus tard, encore en décompensation, et elle remplit cette fois la fameuse demande. Le tout est prévu pour le jeudi 13h30, 10 jours après sa demande, comme les règles l'ont édicté. On a parlé des règles tout à l'heure. Dans l'heure qui précède l'aide médicale à mourir, sa nièce vient la visiter et apprend d'elle que l'aide médicale à mourir sera réalisée dans l'heure qui suit. Elle est en désaccord et lui fait le reproche de ne pas avoir averti sa sœur propre. L'aide médicale à mourir est réalisée à l'heure prévue dans l'agitation autour de la chambre. Si on reprend le schéma qu'on vous a présenté tout à l'heure, comment on peut interpréter ça, ou comment on peut interpréter le souhait de cette dame-là, le désir de mort de cette dame-là. Je vous ai parlé des problèmes respiratoires tout à l'heure. L'insuffisance cardiaque mène à d'importants problèmes respiratoires en période de décompensation. Une prévalence une instance allant jusqu'à 85%. La douleur dans ce contexte-ci peut être un patient sur 2, donc c'est quand même des symptômes là, très, très importants. En fin de vie, des insuffisances cardiaques terminales, manque d'appui dans ce contexte-ci familiaux et sociaux, une solitude, peu de soutien en termes de prise en charge de l'établissement. En tout cas, c'est ce qu'on semble déduire de la situation.
possiblement une forme de dépression. On se pose la question, est-ce que cette patiente-là est dépressive? Est-ce qu'elle a eu le soutien nécessaire à ce niveau-là? On ne sait pas, mais bien dans le contexte de sa maladie, les écrits, encore là, c'est la seule chose que j'ai à vous présenter ou pour discuter, mais c'est juste pour vous dire que dans des patients insuffisants cardiaques, la prévalence peut aller jusqu'à 90%. Donc, c'est quelque chose de très, très présent pour cette clientèle-là. Aussi, on